Merci de me laisser la parole. Alors, je suis très ennuyé parce que il y a un prochain livre qui va sortir et je ne pensais pas du tout en parler là ce soir, mais aujourd'hui. Mais comme vous évoquez les choses précédentes, mon ennui, c'est que le titre est un peu provocateur. Le titre, c'est Après Dieu. Et donc, après Dieu, qu'y a-t-il? Il y a les religions, justement. Et c'est là que les ennuis commencent, si je peux dire ainsi. J'aimerais commencer mon propos en l'accrochant à ce que vous avez entendu ce matin, et notamment de la part de Daniel Fèvre et d'Isabelle Saint-Martin, quant à l'importance, pour le sujet qui nous concerne, de revisiter la culture, l'histoire, l'archéologie, les savoirs, les textes, les images, de sorte qu'il y ait un enjeu très important dans le sujet qui nous occupe, c'est celui de l'intelligence. Alors heureusement, nous sommes tous plus intelligents les uns que les autres, mais il y a un enjeu, me semble-t-il, qui est celui de l'intelligence, c'est-à-dire de savoir lire entre les lignes. C'est l'une des étymologies possibles de ce mot, lire entre les lignes, ou en tout cas faire religion, relire sans arrêt ce qui nous a été transmis. C'est l'une des pistes que nous suivons depuis des années et qui ont été rappelées là ce matin de manière tout à fait fine et concrète par les deux interventions. J'aimerais attirer votre attention là-dessus parce que dans le dialogue interreligieux, mais aussi dans le cadre de l'éducation, ce travail de relecture, ce travail un peu âpre d'interprétation d'objets, d'œuvres d'art, de textes, est nécessaire. Et il met à distance chacun de nous vis-à-vis de cette production incroyable qui est la production humaine et qui révèle à chacun que l'enjeu que nous évoquons aujourd'hui, c'est un enjeu de civilisation. Au fond, nous pourrions dire que les religions sont des productions civilisationnelles desquelles nous ne pouvons pas nous passer sous peine de nous empêcher de comprendre ce qui advient maintenant. Alors c'est le deuxième point que je voulais dire, après la salutation des deux précédents. Alors les autres vont dire, mais et moi, non. Je vais parler donc du mot qu'a utilisé Valentine Zuber à la fin de son propos ce matin, c'est le mot de fraternité. En disant, au fond, nous avons bien parlé de la liberté, on va dire 16e, 17e siècle, la construction des constitutions libérales, enfin des droits de l'homme, etc. Nous avons beaucoup parlé de liberté. Nous avons beaucoup parlé d'égalité au cours des 2 siècles qui ont suivi ces révolutions. Mais nous avons humilié la fraternité au point qu'aujourd'hui, la violence affleure. Si nous n'y prenons garde, et on vient de l'évoquer avec Monseigneur, qui parle de violence presque immédiate à l'occasion d'un cours. Et puis cela a été aussi évoqué dans le cadre du rapport aux textes anciens. Qu'est-ce que c'est que la fraternité, sinon ce rappel nécessaire que nous ne sommes pas les premiers, que nous ne commençons pas une histoire, mais que nous la poursuivons ou nous la recommençons, mais surtout qu'il y a donc une paternité ou une maternité. Il y a une antécédence. Il y a quelque chose qui nous précède. Le frère et la sœur peuvent toujours dire nous allons bâtir le monde, nous allons inventer un nouveau monde, n'empêche qu'ils sont l'un et l'autre dans un monde qui a été construit et bâti par d'autres. Et cette conscience d'une antécédence, donc d'une paternité, d'une maternité qui a produit du fruit, cette reconnaissance-là est nécessaire et renvoie donc... Alors, le mot va paraître gros, mais il n'a jamais été employé, je crois, aujourd'hui. Il renvoie à une transcendance, quelque chose qui nous transcende, qui n'est pas de nous. Et donc, la fraternité renvoie à une transcendance. Alors, elle est parfois explicite, c'est la transcendance des religions. Elle est parfois implicite, c'est ce qui fonde les lois et les constitutions.
La fraternité républicaine, par exemple, a des fondements de transcendance, mais implicites. On a effacé la référence à l'être suprême ou des choses comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la fraternité a donc une double dimension, horizontale, républicaine, laïque, citoyenne, c'est la nôtre, et une dimension verticale, spirituelle, transcendante, c'est celle de ceux qui considèrent qu'il y a donc une dimension qui nous échappe. C'était le deuxième point que je voulais dire, parce qu'oublier cela, c'est faire croire que nous sommes les premiers et que donc nous avons tous les droits. Non, nous ne les avons pas, tous les droits, et je pense à la génération qui vient. Nos enfants n'ont pas tous les droits. Nos élèves dans les collèges et les lycées n'ont pas tous les droits. Ils ont reçu des droits. Et ils en profitent d'une certaine manière. Mais ils n'ont pas tous les droits. Et donc il y a une posture éducationnelle, pédagogique, qui consiste à rappeler cela. Puis le troisième point que je voulais dire concernant la laïcité et les protestants, c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas tous, que les protestants d'ailleurs eux-mêmes ont un peu oublié, c'est que si au temps de la Réforme, lorsqu'ils se construisaient une église, ils se construisaient aussi une école à côté, c'est-à-dire si dès les premiers temps du protestantisme, la conception de la société était à la fois cultuelle et culturelle, au moment de la séparation, c'est-à-dire au moment de la fin du 19e, enfin les années 1880 jusqu'à la loi de séparation du 9 décembre 1905, le protestantisme a perçu que le rôle de l'Église était d'abord d'annoncer l'Évangile, mais qu'il revenait vraiment aux autorités publiques d'organiser l'éducation. Certes, dans la famille, les choses pouvaient se transmettre, mais il ne revenait pas à l'Église d'organiser l'enseignement des enfants. C'était une responsabilité citoyenne, collective, celle de la République du pays. Là, je parle pour les protestants français. L'histoire est assez différente selon les pays, évidemment, en Europe ou ailleurs. Si bien qu'en 1905 et 1906, et un peu après, les écoles privées protestantes ont été confiées aux mairies la plupart du temps. C'était des écoles maternelles ou primaires, collèges rares. Et il y avait quoi, 2000, oui, 2500, je crois. Enfin, je parle sous le contrôle de Valentine Zuber. Enfin, il y avait peut-être 2000 établissements à peu près dans ce pays de tradition protestante. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle d'éducation confessionnelle en protestantisme, il nous est obligé de parler de résidus. Enfin, c'est les collèges ou les lycées qui n'ont pas été remis ou qui restent là un peu par le hasard de l'histoire. Je pense au lycée Jean Sturm, Lucie Berger à Strasbourg, donc on est en Alsace, avec un statut très particulier d'ailleurs. Je parle à la petite école protestante d'Andoum à Marseille, ou au collège Bernard Palissy, qui n'est pas très loin d'ici. Enfin bref, c'est vraiment quelques établissements rares qui restent donc dans le giron protestant. Mais de quoi s'agit-il donc ? Il s'agit d'affirmer, dans une posture protestante qui a coproduit la laïcité, qu'il revient donc à la collectivité de faire passer les éléments essentiels pour une éducation citoyenne et pour rendre les élèves responsables et adultes. La question de l'enseignement du fait religieux se pose à nouveau frais, et ce sera le point suivant que j'aimerais aborder maintenant, parce que cette question-là n'était pas du tout à l'ordre du jour dans les années 20, 30, 40, 50. La question se pose à nouveau frais quand nous entrons dans une période qui est la nôtre, qui n'est pas finie, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs comment on va en sortir ou comment elle va muter, où à la fois nous assistons à un affaissement du référent religieux. Alors je la fais courte, enfin c'est à la fois le phénomène de sécularisation, le phénomène de panne de la transmission, c'est comme on l'a évoqué aussi, le phénomène de fragilisation des institutions qui ont en charge la transmission de la religion, et en même temps un phénomène de radicalisation ou de crispation identitaire, d'archipélisation du fait religieux dans le pays,
où il y a des zones où vraiment le réarmement convictionnel apparaît avec peut-être des moments d'inquiétude. Tout à l'heure, on a parlé de radicalisation. Quelqu'un évoquait le fait que cette question du fait religieux et de la laïcité est redoublée par le danger de la radicalité et les menaces liées à cette radicalité. Donc c'est un double phénomène, un effacement et en même temps des éléments de radicalisation qui nous obligent, qui nous contraignent à faire quelque chose. Si les protestants n'ont pas été acteurs, donc après 1905, dans l'école confessionnelle, ils ont été toutefois très actifs dans la réflexion sur ces sujets-là et dans l'enseignement, dans la recherche, et je pense en particulier à l'école pratique des études, où il y a une longue tradition d'intellectuels protestants qui sont engagés. Alors, moi, je cite 2-3 noms comme ça au passage, mais Jean Bobéro, Jean-Paul Willem, et puis évidemment Valentine Zuber qui est ici, s'inscrivent dans cette ligne d'une vive conscience du protestantisme que le fait religieux est constitutif du fait social, du fait culturel, du fait politique, du fait économique, donc du civilisationnel que nous construisons ensemble. Et cette vive conscience amène donc ici ma présence. Enfin, si je suis là, c'est parce que le protestantisme, s'il est invisible au plan des établissements confessionnels, ou très peu visible, est tout à fait acteur dans la réflexion, dans l'élaboration d'une pensée qui va permettre de traverser cette crise. Paul Ricoeur, je crois, avait bien vu les choses déjà dans les années fin des années 50, début des années 60, mais cette idée, au fond, qu'il revient à la collectivité, cette responsabilité de la transmission des valeurs, de la culture, et par conséquent aussi de la dimension civilisationnelle de la religion, nous rappelle que cela nous revient en propre. Depuis 2002, depuis le rapport de Bray, nous n'avons pas suffisamment avancé, à mes yeux. L'Institut européen des sciences religieuses produit, forme, et on s'en réjouit. J'espère que les fruits vont être mûrs bientôt. Philippe Gaudin y travaille, avec d'autres. Là encore, un protestant. Donc, vous voyez, on est là. Mais on est là, j'allais dire, non pas pour défendre la chapelle, mais au service du collectif. Alors, le prix à payer est lourd, et notamment celui de la critique qui nous est faite régulièrement en disant « Mais pourquoi vous ne réactivez pas un enseignement privé confessionnel protestant ?» Alors certains s'y essayent. Dans le milieu évangélique, justement, c'est assez patent. Et pourquoi dans ce milieu-là? Parce que précisément, comme je disais tout à l'heure, dans les archipels de réactivation convictionnelle, eh bien, voilà, la question ressurgit et on se dit, mais voilà, ça nous revient. Alors, ça nous revient, oui et non. Redémarrer un enseignement privé confessionnel dans lequel le fait religieux serait transmis selon ce qui a été dit est un peu contradictoire, à vrai dire. Et donc nous faisons confiance à l'école de la République. Malgré. Et puis je terminerai avec un petit mot, je vais citer d'ailleurs, Jean-Paul Willem à ce sujet, un petit mot sur cette laïcité que nous vivons, que nous plaidons, que nous attendons, que nous vivons, oui, une laïcité, comme il le dit, de reconnaissance et de débat. Non pas une laïcité où tout le monde est d'accord, où tout le monde serait à la recherche d'un consensus, mais au contraire une laïcité où nous pourrions débattre, comme ça a été évoqué tout à l'heure, de manière un peu frontale, hein, un peu dure, un peu rugueuse, mais où précisément chacun se trouve à équidistance de la loi et des valeurs républicaines. Je termine avec des exemples qui, à mes yeux, sont symptomatiques de ce qui peut être fait dans ce pays et qui
qui est positif. Je pense à la création des DU, vous savez, ces diplômes universitaires pour la formation des aumôniers, ou des personnes qui seront amenées à avoir un rôle de leader dans telle ou telle institution, instance du pays. Eh bien, le protestantisme, devant cette injonction du ministère à créer des diplômes universitaires, a joué le jeu en disant mais on va faire mieux même que ce qui est demandé, c'est-à-dire une formation à la laïcité, une formation civique et civile. On va ajouter à cette formation civique et civile une formation théologique, psychologique et pratique, de sorte que les personnes qui vont entrer dans cette formation de DU rencontrent l'autre différent, qui est le musulman, le juif, le bouddhiste, etc. Et la faculté de théologie de Strasbourg vient de recevoir l'agrément pour ce DU, donc qui ne sera pas simplement civique et civil, mais aussi théologique. Et le mot théologique a été retenu par le ministère. Grande victoire symbolique. Ça a été une bataille. Il y a eu quand même des allers-retours de mails. Et je vous garantis que faire valider ce mot de théologique par le ministère a été une conquête de haute lutte. Pour un mot, pour dire que la théologie n'est pas assignée à résidence à l'irrationalité, à l'obscurantisme, à la menace de la raison, mais au contraire, la théologie peut être une ressource. Et je termine là-dessus. Une ressource. Si l'on pouvait parler dans ce pays de la religion comme d'une ressource de sens, je pense que ce pays se grandirait. Vous vous souvenez de l'audition au sujet de l'AMP à l'Assemblée nationale, où des députés de la France insoumise ont refusé d'être présents sous prétexte que les religions n'avaient rien à dire sur ce sujet. Voilà un exemple, un contre-exemple. Deuxième élément, c'est l'enseignement du fait religieux en Alsace. Alors on est en France, mais l'Alsace est en France. Et il y a un statut particulier avec 3 départements. Jusqu'à présent, c'est l'enseignement plutôt catéchétique qui est assumé par les 4 cultes reconnus, qui sont plus que 3 en vérité, protestants, juifs et catholiques. Les confessions chrétiennes se sont mises ensemble pour proposer au recteur d'académie, à la rectrice d'académie, un enseignement du fait religieux. Non pas un enseignement de catéchèse, mais un enseignement du fait religieux. Le travail était fait, le paquet tout prêt. Il y avait juste le petit nœud à défaire pour découvrir cette nouveauté alsacienne. Eh bien, jusqu'à présent, l'Académie n'a pas donné suite, alors qu'il y avait là une adaptation, finalement, des cultes à la demande de l'enseignement du fait religieux. Le troisième point, c'est l'espoir que les travaux de ce colloque et les travaux qui se font ici et là portent des fruits, de sorte que dans le pays et dans toutes les écoles, on entende parler du fait religieux non pas comme quelque chose d'à part, mais comme quelque chose qui justement nous relie et nous permet de relire ensemble notre longue histoire pour en écrire de nouvelles pages. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, Monsieur le Président.